Nous sommes avec Eric Lucas. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà pour commencer? Oui, alors déjà, je n'ai rien à faire ici puisque de formation professionnelle, je ne suis pas, journaliste, mais je suis ce qu'on appelle un journaliste citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui a choisi, d'utiliser, les médias, comme, moyen de militantisme pour permettre, à l'ensemble de la population, à l'ensemble des gens qu'on appelle plutôt les sans-voix, de pouvoir s'exprimer. Ce qui veut dire que par rapport au journalisme, j'ai une vision des choses qui ne repose pas uniquement sur les fonctionnalités professionnelles du métier, mais sur la fonction sociale, culturelle et politique que peuvent avoir les journalistes dans la société. Indépendamment de ça, mon défaut majeur est d'avoir été pendant 41 ans professeur d'histoire et géographie, ce qui fait que je connais aussi un peu les choses dont le journaliste a besoin pour travailler, et j'insisterai sur le poids justement de la culture générale dans ce cadre du métier de journalisme, culture qui aujourd'hui malheureusement n'est pas toujours la chose la mieux portée par l'ensemble des journalistes. Et vous disiez du coup que vous lui donniez la parole aux gens sans voix, c'est-à-dire parce qu'on leur donne pas assez la parole? Le problème, c'est que pendant de très nombreuses années dans l'histoire du journalisme, on a considéré que la parole devait être donnée aux décideurs et aux gens qui avaient les éléments de maîtrise de tout ce qui se passait dans la société. Et il y a eu pour autant dans l'histoire du journalisme aussi, et surtout à partir du 19e siècle, un certain nombre de gens qui se sont marginalisés et qui sont rentrés dans le cadre de gazettes satiriques principalement ou contestataires, et qui d'ailleurs parfois l'ont payé assez cher, pour donner la parole, on va dire, plutôt aux ouvriers, plutôt aux gens marginalisés, dans un esprit qui était plutôt un esprit de lutte de classe. En gros, les médias étaient considérés comme, en quelque sorte, un peu à la solde ou un peu corrompus par les gens qui avaient le pouvoir et l'argent. Et il fallait donc construire à côté des médias alternatifs qui permettent au peuple d'accéder à la parole. Et ça a été quelque chose qui a donc démarré chez nous au 19e siècle principalement, qui s'est poursuivi, et on peut le dire que des mouvements du genre de Charlie, par exemple, tout simplement, on va prendre l'exemple le plus connu, ou le mouvement des radios libres en France à partir des années 70 et surtout 80, lorsqu'elles ont été légalisées, s'inscrivait dans cette idée de dire il faut que l'ensemble de la population puisse s'approprier les médias pour que puissent être diffusés un peu partout, que ce soit par le papier, par les ondes, par l'image, enfin peu importe le support, puissent être diffusés, différents points de vue, différentes opinions, différents angles de vue, de façon à faciliter la réflexion de chacun et permettre donc au plus grand nombre, permettre dans la société à ce que des gens puissent se faire une idée. Le boulot du journaliste, c'est d'abord celui-là, c'est celui d'apporter, faire tout ce qu'il faut pour apporter aux citoyens le maximum d'éléments, de façon à ce que lui-même puisse se faire une opinion. Voilà, et ça c'est pas un boulot qui était toujours évident dans le journalisme tel qu'on le concevait, on va dire, dans la haute société parisienne. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que le journalisme selon vous? Alors, journalisme, pour moi, le mot que j'utilise toujours, c'est que c'est un médiateur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se trouve entre celui qui détient l'information ou celui qui a été acteur de l'information et celui qui doit la recevoir. Et donc celui qui doit la recevoir, qui peut être l'auditeur, le lecteur, le téléspectateur, celui qui va consulter des sites internet, celui qui va accéder à un truc qui ne correspond pas pour moi à des médias, à savoir les réseaux sociaux. Et donc c'est donc quelqu'un qui est médiateur. Il est là pour faire que l'info arrive à quelqu'un pour qu'il puisse en avoir les éléments en quantité suffisante pour être capable de se faire sa propre opinion. Il n'est pas un directeur de conscience, il n'est pas là pour dire aux gens « voilà ce que moi j'ai constaté, vous devez penser cela ». Il est là pour dire « voilà ce que les gens disent, voilà ce que les témoins disent, voilà qui sont ces témoins et donc toute la méfiance qu'il faut y avoir par rapport à ce que ces témoins peuvent dire. Voilà ce que moi j'ai pu constater par exemple sur le terrain, voilà ce que je vous rapporte, faites-vous maintenant votre propre opinion. » Autrement, il ne fait pas son boulot de journaliste, son boulot de médiateur. Moi je dirais journaliste, il n'est rien.
Le journaliste, c'est vraiment un médiateur. Il doit s'effacer. Il doit s'effacer entre ceux qui font l'événement et ceux qui doivent le connaître. S'il se met au milieu comme un pilier, comme c'est malheureusement aujourd'hui le cas trop souvent dans les médias principalement nationaux, et où il fait de lui-même la vedette de l'information, eh bien, dans ces cas-là, il se trompe complètement. Et on est rentré dans un système, dans un star system où le journaliste lui-même se situe comme la propre star, hein, et on s'intéresse plutôt à la mèche de machin aux vêtements de une telle, et pas du tout au fond et au contenu. Et qu'est-ce qui fait, du coup, un bon journaliste? Alors, ce qui fait un bon journaliste, d'abord, c'est la conscience des limites de ce qu'il a à faire, mais en même temps de la responsabilité qu'il a. Le bon journaliste, il est responsable, c'est-à-dire qu'il va chercher l'info, il vérifie l'info, ça c'est le baba. Hein, il vérifie l'info, il multiplie les sources, il fait si possible de l'investigation, il va sur le terrain, il va voir lui-même, hein, pour éviter toujours d'avoir des éléments en seconde main. Par définition, une information de seconde main est une information dans laquelle on a deux raisons de ne pas avoir confiance. C'est-à-dire, au départ, elle n'est peut-être pas bonne, l'info, et celui qui la transmet, en plus, il peut la transmettre fausse comme elle était au départ, ou alors transformée. Vous connaissez la fameuse règle en communication, et le journaliste doit se poser cette question-là. En gros, ce que je veux dire en tant que journaliste, c'est 100%. Ce que je dis vraiment, c'est un petit peu moins, on descend à 90%. Ce que je dis réellement, c'est encore un peu moins. Ce que celui qui m'écoute, si je prends le cas de la radio, entend, c'est encore un peu moins. Celui qui l'écoute réellement avec intention de noter un peu les éléments qu'il y a dedans, c'est encore un peu moins. Ce que va retenir l'auditeur, c'est encore un peu moins. Et ce qu'il sera capable de répéter à quelqu'un d'autre, c'est encore moins. En gros, la théorie dit qu'en termes de journalisme, entre 100% de ce que je veux dire et ce que l'auditeur, au bout du compte, va être capable de répéter de façon précise, c'est-à-dire sans modification, c'est 10%. Donc on a eu 90% de pertes. Le boulot du journaliste, s'il veut être performant, c'est de faire qu'il y ait cette déperdition la moins importante possible entre ce qu'il ce qu'il souhaite communiquer, ce qui lui paraît important de communiquer, et ce que les gens vont pouvoir effectivement appréhender et maîtriser comme info. Donc, première chose, c'est je vérifie. Deuxième chose, je me donne tous les moyens pour passer le mieux possible auprès de mon public cible. Alors, ça passe en radio, par exemple, par l'élocution, l'écriture, le rythme, le respect des règles essentielles comme les phrases courtes, éviter des mots compliqués, les chiffres trop complexes, et ouais, dans ces cas-là, il faut mieux arrondir. Enfin voilà, c'est les règles de base de l'écriture journalistique, c'est la règle de base. Bon, les fameux 5W, j'y reviens pas dessus. Bon, ça c'est le bœuf à bas, hein, mais je dirais tout ça, c'est des règles comme un Lego, c'est-à-dire quand on a des cubes de Lego, on peut tout simplement dire je veux utiliser ces cubes de Lego et je vais les entasser. On peut les entasser de façon un peu créative. L'idéal, le bon journaliste, c'est celui qui va reprendre ces trucs-là et qui va les entasser de façon hyper créative pour pouvoir justement vraiment atteindre complètement sa cible, qui est donc l'auditeur, et le fait d'apporter une information à cet auditeur pour qu'il soit capable de lui-même d'en faire quelque chose. Donc vous n'avez pas un parcours particulier, c'est le cas de le dire. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment vous êtes arrivé à être journaliste civil? Alors, ça va être simple, hein, en 2 mots. Quand on me demande, quand j'étais prof, je commençais à 18 ans à enseigner, hein. Avant, j'ai été militant politique à partir de 15 ans, et mes premières actions journalistes, en fait, je les ai fait en animant des débats en lycée, à 15-16 ans. Je me souviens, la première personnalité que j'ai interviewée, c'était Robert Buron, un des signataires des accords d'Évian, et je me souviens avoir dîné avec Robert Buron et me sentir tout petit garçon à côté d'une personnalité pareille, et ça m'a marqué, et je me suis dit, après tout, comme on dit, un chien regarde bien un évêque, un jeune pouvait très bien aussi discuter avec quelqu'un qui était ancien ministre et une personnalité politique de premier plan. Et à partir de là, à partir du moment où on se décomplexe là-dessus, eh bien on a envie d'y aller. Alors la question qu'on me posait toujours, je vais y revenir, et vous allez comprendre le lien, m'a dit, si tu n'avais pas été prof, qu'est-ce que tu aurais fait? Je dis, j'ai 2 métiers que j'aurais aimé faire: journaliste
évidemment, et le troisième, cuisinier. Quel est le point commun entre les trois? C'est le même métier. C'est-à-dire que quand on est prof, on prépare quelque chose pour que des élèves les reçoivent. Quand on est cuisinier, on prépare quelque chose à manger pour que quelqu'un d'autre le déguste. Et quand on est journaliste, on prépare quelque chose pour que quelqu'un d'autre accède à l'information. Et au bout du compte, c'est la même démarche. C'est une démarche qui consiste à construire, à aller chercher des éléments, à réunir des éléments, à bien les mettre en musique, de façon à ce que quelqu'un à l'autre bout puisse le recevoir. Alors, attention, en termes de journaliste, parlons un peu de journaliste. Et le problème aujourd'hui du mot journaliste. Aujourd'hui, il faut juste vous rappeler que journaliste, c'est pas un métier. Journaliste, c'est un statut. C'est un statut qui est donné uniquement par le fait d'être détenteur de la carte de journaliste délivrée par la commission de la carte. Donc moi j'ai déjà réussi à faire obtenir la carte à des journalistes sur notre radio, enfin des journalistes, à des animateurs qui faisaient de l'information sur notre radio. Je pense par exemple à Willy Collin qui est aujourd'hui un des responsables de La République En Marche ici, qui a démarré chez nous. Mais il a fallu que je me batte avec lui pour qu'il puisse avoir sa carte de presse avant que plus tard il rentre sur France 3, etc. Pourquoi? Parce qu'il suffisait tout simplement de prouver que l'activité principale qui vous rémunérait était l'activité de journalisme. Bien, ce qu'on a réussi à démontrer, il a obtenu sa carte. Bien. Donc aujourd'hui, journaliste, c'est un statut. Aujourd'hui, journaliste, c'est une convention collective. Une convention collective qui fait peur à tout le monde, parce que c'est sûrement la convention collective qui protège le mieux les gens qui en bénéficient, en termes salarial, en termes de couverture sociale, en termes de protection des droits, etc. Et ça, on ne va pas s'en plaindre. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que cette convention collective, sauf que dans des médias citoyens, les conditions qui sont liées à ce statut de journaliste font que, économiquement, c'est souvent difficile de pouvoir rémunérer de façon durable, avec des évolutions entre autres de grille salariale, des gens qui sont journalistes de métier. Voilà pourquoi dans les médias citoyens, comme les radios libres, les radios associatives en France, il y en a 680. C'est-à-dire que c'est les médias les plus présents sur le territoire en France. Il y en a 680. On a plus de 4000 salariés. Et parmi les 4000 salariés, on doit avoir 1500 journalistes encartés. Bon, donc ces journalistes, enfin, les gens qui sont dans ces médias, on ne va pas les appeler journalistes. On va dire qu'ils traitent de l'information, ils travaillent sur l'information locale, ils sont chroniqueurs, voilà, on va trouver des termes pour ne pas utiliser le mot de journaliste qui les ferait rentrer directement dans le cadre de la convention collective. Je le dis clairement, il y a eu des cas de prud'homme là-dessus, où le mot journaliste a malencontreusement été utilisé dans des médias citoyens pour désigner des gens qui faisaient de l'information. Paf, et c'est écrit prud'homme, badaboum, donc requalifié journaliste, vous devez appliquer la convention collective, paf, c'est le média qui coule. Hein. Donc faire très attention avec ce terme. Donc journaliste est un statut. C'est pas un métier. 2, le fait d'être journaliste, eh bien, c'est une véritable mission sociale, et c'est-à-dire qu'on est social et culturel. On est là pour aller chercher l'info. On est là pour être rigoureux par rapport à l'info. On n'est pas là pour faire passer ses propres opinions. On est vraiment là pour réunir tous les ingrédients dont on a besoin et aller vraiment tous les chercher. Hein. On n'est pas là non plus pour qualifier son intervention. Par exemple, moi je fais actuellement une émission qui s'appelle Ça me concerne, où j'interview toutes les 10 semaines, une rotation de 10 semaines, tous les décideurs du coin, donc le député, le président de la région, le président du département, comité de communes, mairie, etc. Et on tourne, et la question est, qu'est-ce que vous avez fait pendant 10 semaines? Voilà, et on fait le point là-dessus. Quand j'ai proposé à quelqu'un dans la radio de pouvoir éventuellement m'appuyer sur cette émission le jour où je pourrais pas y être, j'ai eu une réponse très étrange, une réponse qui était moi je peux pas faire ça parce que je ne peux pas interroger de façon neutre, je serais obligé. Et je lui ai dit non, le boulot c'est tu rentres pas en débat. On n'est pas là pour débattre avec les gens qu'on reçoit, on est là pour les faire parler, on est là si on pense qu'il y a quelque chose de pas clair pour le faire préciser, on est là pour appliquer le principe fondamental du journalisme qui est le droit de suite, c'est-à-dire vous me dites ça, ok, vous pouvez préciser, vous ne voulez pas préciser, mais moi je vous demande quand même de préciser, et je ne vous lâcherai pas tant que vous n'aurez pas précisé. Ça c'est ce qu'on appelle le droit de suite. À partir du moment où quelqu'un qu'on interviewe commence à dire quelque chose, il ne peut pas rester dans le vague.
faut qu'il soit précis. Hein, par exemple, il dirait, oui, je sais que certains ont dit que si on lui pose pas derrière la question, qui l'a dit, qu'est-ce que va comprendre l'auditeur? Hein, c'est la fameuse, le fameux réflexe aussi du journaliste, enfin du politique, qui dit votre question est excellente et je vous remercie de me l'avoir posée. Mais avant de répondre à la question, je voudrais juste revenir sur un point que bon bah ça y est, on a compris, il ne veut pas répondre à la question. Et le vrai journaliste, c'est celui qui va pas se laisser balader, qui va dire non, attendez, on s'est pas compris là. Je viens de vous poser une question. Merci de commencer par répondre à ma question et on reviendra sur les autres choses après. Donc c'est aussi de l'autorité. Le journaliste doit avoir une autorité. Et puis, il faut savoir aussi un truc, c'est que souvent, principalement en radio, parce que la radio, c'est dangereux. Quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un, avec un politique, je prends le politique, hein, c'est beaucoup plus dangereux pour le politique que pour le journaliste. Parce que le journaliste, il dit une connerie. Bon, voilà, c'est pas grave. Mais le journaliste, le politique qui intervient et qui est en direct, qui est enregistré, s'il déraille à un moment, c'est réglé, c'est fixé, c'est enregistré, c'est rediffusé quand on veut en podcast, on rediffuse sur les réseaux sociaux, etc. Donc, pour lui, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que, en général, les gens se mettent toujours un peu sur la défensive. Et nous, le boulot du journaliste, c'est d'aller gratter, toujours gratter, pour faire qu'il en dise toujours un peu plus et au plus proche possible de la réalité des choses, de la vérité. Donc, du coup, c'est ça qui ferait vraiment le bon journaliste. Mais ça répond pas à ma question. Qu'est-ce que vous, par la suite, vous avez fait Ouais. Alors, donc, moi perso, donc, par rapport à ça, donc, moi, en 83, j'ai créé avec une soixantaine de collègues, de copains du monde associatif, une radio qui s'appelait à l'époque Radio Alpemancel, bon, qui est devenue aujourd'hui une radio très accordéon, etc., mais pendant 10 ans, qui a été le prototype des radios rurales, puisqu'on a été primé plusieurs fois en tant que radio rurale pour les programmes particuliers qu'on pouvait développer. Et là, moi, j'ai commencé à faire du journalisme, c'est-à-dire à faire aussi bien du reportage que de l'interview, que des journaux d'information, que des flashs, que des chroniques, et aussi des émissions d'humeur ou de choses diverses, des formats divers. Donc, en fait, l'avantage, c'est que moi, j'ai pratiqué à ce moment-là quasiment tous les formats. J'ai même eu c'est un format incroyable aujourd'hui, des émissions avec une personne d'interview qui durait 2 heures. 2 heures. Et je peux vous dire que ça s'appelait Les Fruits de la Passion. Et je peux vous dire que là, on allait au fond des choses, quoi. Aujourd'hui, impossible. D'abord, plus personne aujourd'hui n'est capable de supporter 2 heures d'émission sur un seul thème. On est habitué, on est dans la civilisation du zapping et il faut que tout aille vite. On dit aujourd'hui, on dit toujours, on a raison, que le format radio, c'est 1 minute et après 1 minute, paf, l'attention est partie. Oui, si, c'est un peu ça. Donc, format de 2 heures, vous imaginez. Alors, donc moi j'ai pratiqué ça. Après créé Fréquence Sillé, Ciel Guillaume, avec l'idée que là il y avait la possibilité d'utiliser la radio comme outil pédagogique, comme outil d'éducation aux médias. Et finalement on a découvert que dans le cursus de formation des élèves, le fait de leur donner un certain nombre de principes de base du journalisme, c'était une façon de les amener assez tôt à une vraie réflexion citoyenne sur la communication. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de marteler les choses qu'on croit profondément, il faut plutôt se dire je vais faire le boulot pour essayer de m'informer correctement, essayer de comprendre tous les faits et ensuite de communiquer derrière. Alors là, avec Fréquence Sillé, j'ai pratiqué tout aussi, c'est-à-dire j'ai pratiqué aussi des interviews de tous les genres, depuis les responsables associatifs locaux jusqu'aux politiques, jusqu'au plus haut niveau politique, en France, en Europe, dans différentes langues. Et j'avoue que pour moi, la Rolls-Royce du journalisme, si on prend le papier, le journal, l'info, etc., la Rolls-Royce, c'est le reportage sur le terrain. C'est évidemment quand on est sur le terrain, qu'on observe soi-même et qu'on fait les interviews sur place, qu'on récupère les éléments sonores qui vont permettre d'illustrer. C'est ça qui est vraiment l'élément fort, parce qu'on donne à voir le journaliste. Son rôle, c'est de donner de l'information, mais quand il est en radio, c'est d'une capacité à donner à voir. Et on peut donner à voir à travers les mots qu'on utilise, mais aussi à travers les éléments sonores qu'on va utiliser derrière.
une question d'ambiance. Si vous faites un reportage sur une manifestation, évidemment que si vous avez derrière le bruit de la manifestation, les slogans, etc., pendant que vous êtes en train de faire les interviews et que vous avez une petite dame, comme je me souviens, une petite dame sur une manifestation juste après Charlie à la République à Paris, qui devait avoir 85 ans et qui disait « C'est bien que les jeunes y soient là !» Mais quelle vie, quelle vie. Et on s'aperçoit d'un seul coup que si Renaud lui disait qu'il avait embrassé un flic ce jour-là, moi ce que j'ai constaté c'est qu'il y avait des gens qui étaient là, tous différents, et quand on les enchaîne dans un reportage, on donne du sens à tout ça. La première famille que j'ai interviewée, place de la République, donc le jour de cette grande manif, je vois une famille, le père, la mère, 3 enfants. J'y vais par hasard pour leur demander pourquoi ils sont là en famille. Je tombe sur un militaire en civil. Un militaire en civil, c'est moi je suis militaire et je suis là parce que j'estime que la République doit être défendue. Eh ben formidable. Voilà, c'est le bon client quoi. Hein, je serais tombé sur un prof, je me serais dit bah oui c'est normal qu'il soit là. Voilà. Mais donc c'est ça finalement qui est intéressant. Hein, c'est d'aller sur le terrain, à la rencontre des gens et de se dire quand je vais diffuser ça. À l'autre bout, les gens qui vont l'entendre, ils vont vibrer aussi. Ils vont vibrer comme moi. Et là, j'aurais gagné. Hein. Donc je le dis, le reportage, c'est vraiment, sur le terrain, c'est la Rolls-Royce. Malheureusement, en journalisme, beaucoup de gens finalement travaillent à l'écriture, dans un petit bureau, et de plus en plus maintenant avec Internet, donc dans une espèce de truc lobotomisé là, avec l'écran. Hein, en fait, c'est sur le terrain qu'il faut aller. Quoi que ce soit d'ailleurs, même si c'est un événement secondaire, un petit événement. Sur le terrain, ça a toujours une saveur différente. Pourquoi ? Parce qu'on va à la source de l'information et on est directement dans l'info. On ne la fait pas passer par quelqu'un d'autre. Donc on fait un vrai boulot de journaliste. Sinon, on réécrit, quoi. Bah voilà. Bon, on fait de l'écriture. Bon, quel intérêt ? Donc pour vous, c'est vraiment le terrain qu'il faut aller. Mais il y a du journalisme, ils reprennent l'information par Internet. C'est aberrant, enfin... C'est pas de l'information. Bon, bah c'est comme dans tous les boulots, hein. Il y a des gens qui font bien leur boulot, puis d'autres qui le font pas. Hein. Et puis il y a le temps aussi. Aujourd'hui, il faut aller vite sur l'info. Et malheureusement, le premier réflexe qu'on a quand on est journaliste et qu'on doit travailler sur un sujet, c'est d'aller sur Internet voir le truc. Alors le gag, quand même, des fois, j'ai déjà vu ça. C'est quelqu'un qui traitait un sujet qui était allé sur une fiche Wikipédia et où la fiche Wikipédia racontait des conneries. Hein, et qui ressortait donc la connerie dans ce papier. Et en face, la personne dit, il avait pris la biographie, par exemple, de quelqu'un. Ah oui, mais non, oui, je sais, ça, c'est dans Wikipédia, mais ils se sont trompés quand ils... Alors là, le journaliste, il a vraiment l'air d'un con, parce qu'on voit bien qu'il n'a pas du tout travaillé le truc. Bah, évidemment, on va toujours sur Internet déjà pour dégrossir un peu le terrain. Mais si on se contente que de ça, c'est pas possible. Il faut aller aux sources, il faut aller directement contacter les gens, quoi. Hein. Donc, qu'est-ce qui manquerait au journalisme aujourd'hui ? Quels conseils donneriez-vous à ceux qui veulent faire du journalisme ? Alors aujourd'hui, le grand danger, à mon avis, c'est de considérer que les médias sociaux, que les réseaux sociaux seraient effectivement du journalisme. L'image, pour moi, elle est simple. Dans la communication médiatique, il y a 3 éléments. Il y a celui qui fait l'info et qui détient l'info. Il y a celui qui la reçoit et il y a celui qui fait qu'elle va passer. Dans les réseaux sociaux, on a éliminé un élément. On va directement de celui qui fait l'info ou qui connaît l'info ou qui pense la connaître à celui qui la reçoit. Il n'y a plus d'intermédiaire. En fait, on a tué le journaliste. Hein. Bon, donc de fait, qui contrôle ? Qui vérifie ? Qui sait que l'information recouvrira une certaine vérité. L'objectivité étant évidemment, j'insiste pas, un concept noble, mais qui doit être visé, mais qui est impossible. Hein, l'objectivité n'existe pas en tant que telle. Hein. On met tous, de toute façon, dans ce qu'on écrit ou dans ce qu'on dit, un peu de soi-même. Donc, automatiquement, déjà, là, l'objectivité est morte. Ou alors, si on est dans l'objectivité totale, ça veut dire qu'on est un truc en céphalogramme plat où on donne uniquement quelques éléments factuels de la façon la plus neutre et la plus froide possible, ce qui emmerde absolument, si on parle en radio, tout auditeur. Hein. Donc l'objectivité en tant que telle n'existe pas. Par contre, la vérité, elle doit être recherchée et elle doit être retraduite le mieux possible. La question étant, donc,
déjà dire, moi je vais faire du journalisme en passant par les réseaux sociaux, non, on fera autre chose, on fera du réseau social, on fera de l'internet, on fera de l'animation, voilà. Si on veut faire du journalisme, premier élément, culture générale. Moi, par exemple, quand des jeunes viennent me voir, ils me disent « Ouais, après le lycée, j'aimerais bien faire une école de journalisme. » Je leur dis « Non. Commencez déjà par aller faire une formation, une fac d'histoire ou sociaux, ou psycho, ou politique, ou Sciences Po, enfin des choses comme ça. Voilà. Allez vous constituer un corpus culturel large. Parce que par définition, le journalisme, il peut être amené à traiter n'importe quoi. Quand un journaliste ne connaît rien à un certain nombre de sujets, quand il n'a pas de culture, comment voulez-vous qu'il comprenne que la personne à qui il parle va lui raconter des bêtises? Comment il peut faire la part des choses? Comment il peut réagir? Donc première chose, on ne peut pas être journaliste sans un minimum de culture. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, une fois qu'on a ce fond de culture qui fait qu'on a un esprit critique développé, parce que l'esprit critique, il ne faut pas être naïf, on n'a pas un esprit critique comme ça. On a un esprit critique parce qu'on a une culture qui nous permet de dire « Ah non, là, ça ne va pas. Là, ça passe pas. Là, on me raconte des carabistouilles, là. Hein, là, c'est pas sérieux. » Bon, mais si, donc, cet esprit critique. Deux, après, c'est une formation, je veux dire, technique. Comment on écrit? Comment on parle? Comment on construit, comment on monte une émission, comment on prend contact avec un tel, comment on se construit un réseau de contacts d'informateurs, comment je vais faire pour que telle info, je la garde un petit peu éventuellement plutôt que et la sortir un peu plus forte plus tard. Enfin, faire des choix. Être journaliste, c'est sans arrêt faire des choix, avec toujours en tête une idée. Le plus important n'est pas la performance, c'est-à-dire ce n'est pas le fait de sortir le truc en premier, de créer le buzz. La vraie responsabilité, c'est d'amener une information solide, réfléchie, qu'on maîtrise. On a répondu à la question pourquoi je la balance, on sait pourquoi, et quel est l'objectif visé. Et l'objectif visé doit être la compréhension de l'ensemble des citoyens, et non pas uniquement une certaine élite pour tourner en cercle fermé, comme malheureusement ça se passe trop avec les médias nationaux. Je siège en tant que représentant des radios libres au groupe national de pilotage de la semaine de la presse et des médias à l'école, qui réunit donc l'ensemble du monde de l'éducation nationale et l'ensemble des médias, presse écrite, télé. Bon, donc moi j'y suis pour les radios. À un moment, quelqu'un dans cette réunion insiste sur les événements emblématiques qui sont menés par les médias en direction des écoles. Et on cite France Info, France Média Monde, ok. À ce moment-là, les gens de l'étranger disent il y a aussi ce qui se passe à l'étranger, avec les lycées à l'étranger, etc. Et à un moment, moi je dis mais les milliers d'écoles, les milliers de journalistes qui interviennent, c'est pas parce qu'ils sont à Paris, c'est parce qu'ils sont présents un peu partout sur les territoires, c'est parce que vous avez des médias indépendants et libres sur des territoires au plus fin fond des îles d'outre-mer ou des vallées de montagne, que là, il y a moyen de s'impliquer. Or, à quoi spontanément les gens qui étaient autour du ministre et donc à la tête de ce groupe de pilotage ont pensé quand ils ont pensé médias? France Info, voilà, les médias nationaux. Or, quand on regarde bien, quels sont les journaux lus aujourd'hui? Ouest France, premier journal de France, 800 000 exemplaires tirés. Et si on regarde au niveau des radios, est-ce que c'est France Inter la radio la plus écoutée? Non, c'est RTL. Pourquoi? Parce que RTL, les gens ne vont pas écouter l'info sur RTL, ils vont écouter les émissions de divertissement d'abord, et en même temps, ils vont aussi écouter l'info. Mais sinon, si on veut savoir, par exemple, ce qui se passe dans le secteur, et les gens, vous connaissez les principes du journalisme, hein, les choses qui intéressent, hein, c'est l'argent, la famille, et puis on descend petit à petit, et puis après, c'est toujours du plus près au plus loin, c'est-à-dire qu'un mort au carrefour en dessous de chez moi, c'est beaucoup plus important que 10 000 victimes d'inondations au Bangladesh, par exemple. Voilà, c'est comme ça que ça marche. 10 000 victimes au Bangladesh, les gens ici, ils s'en foutent. Mais un mort parce qu'il y a un passage clouté qui est mal mis sur une rue chez eux, ça, par contre, ça les concerne davantage. Alors nous, le boulot qu'on a à faire, c'est de ramer pour essayer de rééquilibrer un peu tout ça. C'est-à-dire faire que non seulement on parle bien de ce qui se passe localement, mais de sensibiliser les gens aussi au fait qu'on ne va pas leur faire plaisir uniquement en parlant de ce qu'il y a d'à côté, mais on va leur parler aussi de ce qui se passe plus loin, parce qu'aujourd'hui,
euh, avec l'ensemble des questions de communication, les gens, ils sont aussi bien citoyens locaux que citoyens du monde. Et ça, c'est un truc qu'on doit faire passer aussi. C'est-à-dire que les 10 000 noyés du Bangladesh, enfin je dis n'importe quoi, sont aussi importants que la personne qui a eu un accident de voiture dans la rue en dessous. Ceci dit, allez lire dans le journal, vous verrez que l'équilibre va souvent au profit de ce qui va faire, de ce qui va caresser l'intérêt des gens dans le sens du poil et non arbrousse-poil. Hein. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on va plutôt leur parler de ce qu'ils souhaitent entendre, de la façon dont ils souhaitent l'entendre, que de leur parler de quelque chose qui ne les intéresse pas a priori, en essayant de leur dire c'est aussi vous que ça concerne. Mais pourquoi les caresser dans le sens du poil? Pourquoi pas essayer de les sensibiliser? Le média est là pour ça, pour essayer de faire changer d'idée. Ça fait une demi-heure, je pense qu'on a à peu près qu'on doit parler. Depuis une demi-heure, c'est ce que je dis. Je dis que justement, nous ne sommes le journaliste, le bon journaliste, c'est celui qui ne va pas dans le sens qui ne se prend pas pour être la vedette. Premier point. Deuxième point, qui ne va pas dans le sens des gens pour être populaire. Il ne va pas leur dire ce qu'ils veulent entendre et leur parler de ce dont ils ont forcément envie d'entendre, mais qui va décider qu'il a une fonction dans la société qui est de sensibiliser les gens et de les amener à s'intéresser à plein d'autres choses, de leur ouvrir l'esprit en quelque sorte, pour les amener à développer leur culture, leur connaissance et leur esprit critique. Mais c'est plus compliqué, évidemment. Mais montrer la une allez amener Charlie à des gens qui n'ont jamais lu de journal satirique. Vous allez voir comment ils vont réagir. Ils vont rien comprendre à ce qui se dit dedans. Rien que la mise en page va les déranger. Rien que la mise en page, ils vont pas être à l'aise. Et ce qui est dit dedans, les gens vont pas comprendre. Pour autant, ils auront dit ouais, c'est pas normal effectivement d'aller tuer les gens à Charlie, il faut défendre Charlie, etc. Enfin, ce que dit Edoui Plenel par exemple aujourd'hui, c'est scandaleux, voilà. Bon, mais les gens sont pas habitués. Mais faut pas aller chercher loin. Le Maine libre, dès qu'il change sa mise en page ou sa formule, c'est-à-dire que on change, ça s'appelle plus Nord-Sarthe, tout s'appelle Marche du Maine. Les gens sont perdus. Ils disent toujours c'était vachement mieux comme c'était dans l'édition d'avant. Pourquoi ? Parce qu'ils s'y retrouvaient. Ils étaient chez eux. Ils savaient à quelle page ils vont trouver quelle info. Dès qu'on leur bouscule tout ça, ça devient compliqué. Regardez comment un nouveau journaliste à la télévision, un présentateur, a du mal à s'imposer. Parce qu'on dit toujours, de toute façon, celui qui était là ou celle qui était là avant, elle était mieux. C'est pour ça d'ailleurs, regardez le nombre d'années que les journalistes présentateurs à la télé font. Pourquoi ? Parce que les gens sont habitués, ils font partie des meubles. Et ça les rassure. Dès qu'on leur amène quelqu'un d'autre, les gens sont un petit peu déstabilisés. Et ça, c'est le problème du journalisme vedettariat. Alors attention, est-ce qu'un journaliste présentateur est un journaliste ? J'en suis pas sûr. Hein. C'est un bon animateur d'information. C'est-à-dire qu'il permet à l'ensemble des infos d'être bien liés. Mais est-ce qu'il est journaliste lui-même ? Non. Celui qui présente, non. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un bon speaker, il est là, point, terminé. Le journaliste, c'est celui qui est sur le terrain, qui apporte l'info. Hein, c'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui est par exemple à la télé, en studio, et qui va parler, je ne sais pas moi, de combats qui se déroulent en Syrie ou en Irak, et qu'il envoie la parole au journaliste qui est sur le terrain à la frontière de la Syrie et de l'Irak, qui est le journaliste ? C'est bien celui qui est sur le terrain. C'est celui-là qui fait le boulot. Que fait l'autre ? L'autre, c'est un passe-plat, c'est-à-dire qu'il permet juste, en tant qu'animateur, de relancer les différents sujets, de distribuer les sujets. Or, demandez aujourd'hui à des gens quels sont les journalistes qu'ils préfèrent, ils vont en général vous parler de présentateurs d'information, et non pas de journalistes. Et celui qui bosse derrière et qui risque peut-être sa vie en tant que grand reporter, il ne sera pas connu. N'empêche que c'est quand même lui qui fait le boulot fondamental. Est-ce que ça ne serait pas à ce moment-là du journalisme conformiste ? Un petit confort que les gens veulent bien se garder en tant que journalistes et qui ne veulent pas changer les choses. Le public, par définition, reste attaché à la sécurité. C'est-à-dire que dès qu'on lui modifie, c'est valable pour tout, hein, changer un plan de circulation dans une ville, mettez une rue à sens unique et changer. Mais les gens vont, mais comment on peut rouler maintenant ? C'est pas possible. Hein. Il suffit juste tout simplement de le faire une fois et on s'aperçoit. Mais on va quand même râler pour la forme. C'est comme ça que ça marche. Et
en matière de lecture de l'information, que ce soit en radio, en télé, moins en presse écrite, parce qu'on regarde moins qui a signé en général en presse écrite, mais en général, c'est plutôt sur la forme du journal, on reste attaché à ses habitudes. On a besoin, les gens ont besoin d'être sécurisés. Et dès qu'on modifie quelque chose dans les outils de communication, c'est clair qu'on prend le risque de se détacher un peu du public qui aime justement cette facilité ou ce confort. C'est pour ça que, par exemple, en début d'année, en mois de septembre, quand les radios nationales et les télés nationales, je pense plutôt aux radios, choisissent les journalistes qui vont faire les matinales, par exemple, il n'y a pas de hasard. Pourquoi un type comme Calvi est particulièrement adapté à la présentation Bon, c'est un excellent intervieweur, Calvi, c'est clair là-dessus. Mais pourquoi un type comme Calvi correspond bien à RTL ou à des radios Parce qu'on a un public plutôt âgé, qui apprécie Calvi, qui est lui-même relativement âgé, et qui fait plutôt quelqu'un de stable, quoi. Je suis solide, quoi. Voilà, je suis pas le petit maigrichon nerveux, hein, et il est rassurant. Et quand on ramène quelqu'un comme ça sur son antenne, on sait que il va être en osmose avec son auditoire. Mettez Yves Calvi sur les infos d'énergie, d'accord, vous m'avez compris, ça passe pas. Ça passe pas. Et amener celui qui présente les infos sur énergie sur France Inter, vous allez voir comment ça se passe. Ça colle pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une histoire d'osmose, de bien-être entre les gens qui reçoivent quelque chose et ceux qui leur amènent. Ah. Et ça marche pour la presse, ça marche pour les médias, mais ça marche aussi pour plein d'autres choses. Changer le facteur qui amène le courrier à une petite mamie, la première inquiétude de la petite mamie Michel, c'est comment se fait-il que ce soit pas mon facteur habituel qui m'amène mon courrier ? Inquiétude. Mais la société fonctionne comme ça. Donc nous, journalistes et médias, on doit surtout être prêts à briser tout ça pour faire que les gens acceptent d'entendre l'info de personnes qui ne sont pas forcément celles qui sont censées la ramener habituellement, mais s'intéresser davantage à ce qui est dit, au contenu, plutôt qu'à la personne qui porte le contenu. C'est en ça que moi je dis, il faut faire gaffe au star system en matière de journalisme. La priorité, c'est l'info. Et la priorité, en matière de journalisme, c'est la personne qui reçoit. C'est l'auditeur, c'est le lecteur, c'est le téléspectateur, c'est la personne qui consulte Internet.